Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un concept un petit peu fun. Je trouve que ça manque un peu les petites vidéos spontanées, les tags, tout ça sur ma chaîne. Et comme vous avez vu probablement fleurir plein de c'est un 10 mai, c'est un 6 mai, blablabla, je me suis dit que j'allais le faire version livre. Et c'est vous sur Instagram qui m'avez fait plein de propositions que je n'ai pas lues pour l'instant. Donc comme ça je vais réagir à chaud à chacune de vos suggestions. Pour celles et ceux qui ne comprennent rien au concept du c'est un 10 mais, moi aussi j'ai mis du temps à comprendre. Par exemple, on vous dit ce mec c'est un 10 mais il range jamais ses chaussures quand il rentre du travail. Et là vous dites ah ok c'est un 8. En gros on réduit sa note sur 10. Est-ce que c'est assez clair? Et je vais vous suggérer des livres qui me semblent liés à certaines des suggestions. En vrai je suis super excitée de faire une vidéo drôle comme ça. Mais je pense que c'est un bon concept à refaire une deuxième fois si vous avez apprécié avec une autre personne. Si la vidéo vous plaît, dans les commentaires dites-moi avec qui vous aimeriez que je fasse la version 2 du c'est un 10 mais. J'inviterai cette personne à venir le faire avec moi. On commence tout de suite avec c'est un 10 mais il s'appelle âme sœur au lieu d'utiliser leur prénom. Si vous me connaissez bien, vous savez que ça passe tout de suite en un ou deux. Vraiment je suis pas romance, donc vraiment s'appeler âme sœur à la place d'utiliser des prénoms ou des surnoms un peu plus mignons, c'est non. Et ça me fait beaucoup penser à un livre que je n'ai plus dans ma bibliothèque mais qui est 1000 baisers pour un garçon. Je sais que tout le monde a adoré sur TikTok par exemple, mais moi vraiment je n'ai pas du tout aimé ce livre à l'époque. Je suis un peu excessive parce que je me souviens qu'à l'époque je trouvais ça mignon mais sans plus, mais vraiment avec du recul je me souviens que ce livre m'a traumatisée sur les surnoms que les personnages se donnaient. C'était niais au possible. C'est un 10 mais à chaque chapitre tu changes de personnage. J'aime cette question un petit peu où on va pas être d'accord. Franchement je pense que ça reste un 10. Ça dépend. Par exemple À quoi rêvent les étoiles, pépite dans les livres avec plein de personnages. Vraiment j'ai adoré le fait qu'il y ait 5 personnages différents. Mais si on prend l'exemple de Cette nuit là, celui-ci je me souviens que même si j'ai beaucoup aimé ma lecture, le vrai point négatif c'était les changements de personnages qui étaient pas assez clairs en fait. Ça me perdait. Donc ça dépend si c'est maîtrisé par l'auteur ou par l'autrice ou non. C'est un 10 mais la couverture n'est pas très belle. Ça reste un 10 mais je dirais que ça passe en 9 peut-être, parce que quand la couverture est vraiment pas belle ça enlève du potentiel au livre à mes yeux. Quand j'ai fait ma vidéo j'achète un livre par librairie à Montpellier, la libraire m'a recommandé LX18 qui est un livre que j'ai adoré depuis, mais dès qu'elle m'a fait sa recommandation elle m'a dit vraiment la couve ça passe pas. Et moi franchement ça passe. Enfin je veux dire que ça m'a pas tant choqué que ça, mais la plupart des gens autour de moi quand je leur ai montré m'ont dit non ça passe pas. Et du coup c'est hyper dommage quand je vous dis que ça enlève du potentiel au livre, c'est que y a peut-être des gens qui vont jamais se tourner sur ce livre parce que ils vont le voir sur la table, mais en fait moi je suis direct attirée par les belles couvertures. Si le livre est un 10, bon il peut pas baisser tant que ça puisque pour moi l'intérêt d'un livre c'est d'être bon. C'est tout, la couve c'est superficiel. Mais on va mettre 9 quand même parce qu'il perd du potentiel de lecteur et lectrice. C'est un 10 mais les chapitres sont très longs. Je dirais que c'est un 7 parce que ça me dérange pas que les chapitres soient longs, mais comme je suis quelqu'un qui a du mal à se concentrer très longtemps durant ses lectures, c'est difficile pour moi puisque j'aime m'arrêter à la fin d'un chapitre. Je préfère que mes chapitres soient clos quand je m'arrête, même si ça m'arrive de moins en moins parce que souvent si je m'endors sur mon livre bah j'arrête en plein milieu. Quand les chapitres sont longs, mais c'est impossible de s'arrêter à la fin du chapitre parfois. Enfin moi vraiment mon potentiel d'endormissement il est très élevé quand il est tard, genre 21h30. Donc les chapitres longs, on aime mais pas trop. C'est un 10 mais la relation amoureuse est toxique. Alors je dirais que ça reste un 10 si la relation amoureuse est remise en question par la suite, mais si c'est toxique et c'est tout, c'est un 0 en fait. Genre vraiment niet. Les collisions de Joanne Richoux, la relation amoureuse je la trouve méga toxique, mais c'est un livre qui est fait pour ça. Donc ce livre là il reste un 10. C'est un 10 mais ce n'est plus le même format que les autres tomes. Alors là c'est comme pour la couverture, on va dire que c'est un 9 parce qu'en soi le livre reste le même et du coup ça va. Mais vous savez que moi je suis fan des Pulp Fiction. Vous les voyez mes Pulp Fiction là? Ancienne version des Pulp Fiction, petite illustration là, le titre est un peu léger. Nouvelle version des Pulp Fiction, le titre est énormissime en bleu sur le fond jaune. Moi j'adore le bleu sur le fond jaune donc ne me jugez pas. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont mis ça dans les 7 indices mais du coup tous mes tomes n'ont pas le même dos et c'est très dérangeant, très problématique. C'est un 10 mais tu pleures toutes les larmes de ton corps. Alors vraiment ça reste un 10, enfin ça devient même un 20 sur 10 je dirais. Moi dès que je pleure toutes les larmes de mon corps pour un livre, c'est que ce livre c'est juste une pépite en fait. Là on peut citer À quoi rêvent les étoiles, Inséparables, En équilibre. C'est un 10 mais la fin de la saga n'a jamais été traduite. Je pense que ça passe en 6 parce que je me dis si on n'a pas la fin d'une saga, c'est une saga qu'on adore,
elle peut pas rester à 10 sur 10 si on n'a pas le fin mot de l'histoire. Je suis en train de me demander si ça m'est déjà arrivé, je sais que ça vous arrive beaucoup parce qu'il y a pas mal de livres de fantastic fantasy sur lesquels ça arrive. Moi dans ma vie de tous les jours, je suis pas sûre que ce soit arrivé. C'est indice, mais le personnage principal ne finit pas avec l'amour de sa vie. Hyper dur. Parfois ça peut être des romans très coup de cœur, mais en vrai c'est un 4. En fait ça peut être un 10 sur 10 dans mon avis, mais c'est un 4 dans l'intrigue parce que moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est que mon avis, mais moi quand j'étais ado, je voulais toujours que les personnages finissent avec celui avec lesquels le personnage finissait pas. Par exemple Hunger Games, je n'en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais en grandissant j'ai changé d'avis. Et par exemple Hunger Games typiquement, finalement je trouve qu'elle est allée avec le bon. Donc c'est très subjectif. Qui est le vrai amour de la vie du personnage finalement? Et qui sommes-nous pour juger ça? Je suis actuellement en train de lire Octave, le tome 3 de Romance, les nouvelles vagues Octave. Autant vous dire que moi-même je ne sais pas qui j'ai envie que les personnages choisissent. C'est terrible. C'est un 10 mais personne n'en parle sur la bookosphère. Mais ça reste un 10, ça devient même un 15 sur 10 je dirais, puisque dans ces cas là il faut doublement parler du livre pour que les gens se rendent compte qu'il est génial. Après c'est quelque chose qui, vous le savez peut-être en me suivant, mais moi ça m'arrive quand même régulièrement, puisque autant sur YouTube vous allez me dire non mais Audrey t'es totalement dans les livres que tout le monde lit, blablabla. Oui et non déjà, parce que j'estime que ok je lis pas mal de livres qu'on voit partout, mais j'ai quand même un genre de prédilection et je pense que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Je lis quand même beaucoup plus de contemporain, de fiction, pas de romance, fantasy, etc. qui sont aussi beaucoup vus sur les réseaux sociaux. Et du coup moi quand je suis sur TikTok par exemple, j'ai l'impression que les livres dont je parle c'est des ovnis, alors que vraiment je parle juste de romans qui fonctionnent de ouf sur YouTube ou Instagram, mais sur TikTok pas du tout. Comme quoi chaque réseau social a aussi ses genres de prédilection. C'est un 10 mais il ne donne pas des nœuds au cerveau. Et là je dirais que c'est un 8 parce que j'adore quand les livres donnent des nœuds au cerveau. Après je lis beaucoup de livres qui donnent pas des nœuds au cerveau, mais récemment j'ai lu Les Facétieuses qui donnent des nœuds au cerveau et lui c'est clairement un 10 par exemple. Alors que quand le livre est un peu plus simple, je dirais qu'il passe en 8, mais ça reste un très bon livre parce qu'on n'a pas besoin de faire des nœuds au cerveau pour être un bon livre. C'est un 10 mais ton personnage préféré meurt de manière inutile à la fin de l'histoire. Et alors là, pour moi, c'est un 3. Bah je vais pas vous donner de titre de livre parce que ça pourrait vous spoiler le livre, donc mauvaise idée. On parle bien de mort inutile, hein. On parle pas d'une mort qui sert à l'histoire. Non non, je parle de mort inutile. Par exemple j'ai des séries, par exemple 13 Reasons Why. Dans la dernière saison, je ne dirai rien donc vous ne pouvez pas savoir. Il y a 20 000 personnages dans 13 Reasons Why, mais typiquement la série était quand même assez bien placée dans mon cœur. Et les derniers épisodes de la dernière saison, parce qu'il y a un personnage qui meurt complètement inutilement à mes yeux en tout cas, même si les messages portés sont positifs, c'est inutile. Pour moi ça passe en 3 direct parce que je suis désolée mais faire pleurer les lecteurs, pour faire pleurer les lecteurs je trouve ça inutile. Aussi inutile qu'une mort inutile. C'est un 10 mais les plot twists sont prévisibles, je dirais que ça devient un 6 parce que je trouve que dès qu'un livre devient beaucoup trop prévisible c'est quand même bien moins intéressant que quand on a des vrais retournements de situation. Par exemple récemment un des livres que j'ai trouvé un peu prévisible c'était Dans le bleu, qui m'a très peu surprise finalement, et c'est vrai que c'est dommage, tout de suite ça donne moins d'importance au livre pour nous en tout cas. On s'en souvient moins quoi et c'est dommage. Christiane elle a tenté un c'est un 6 mais, donc du coup c'est un 6 mais c'est Clémentine Beauvais l'autrice. C'est Clémentine Beauvais l'autrice, ça ne peut pas être un 6. C'est minimum un 9. C'est un 10 mais il finit sur un méga cliffhanger et la suite n'est pas encore sortie. Phobos rentre très bien dans cette catégorie. Mais en fait ça reste des 10 parce que du coup si c'est un très bon livre ça reste un 10. Sur ces points là je me fais du mal, mais je trouve ça normal de se faire du mal sur ce genre de choses un peu bizarre. C'est un 10 mais il y a des scènes de sexe pour rien. Vous vous doutez bien que ça ne m'arrive pas très souvent puisque je ne lis que très peu de romances, mais ça peut m'arriver, notamment ça m'est arrivé Je sais pas si je vous avais raconté cette anecdote, mais je dois vous raconter cette anecdote. Le livre Cap May est un livre que j'avais reçu et j'avais cru comprendre qu'on était sur une histoire d'enquête parce que dans le résumé on parlait de découverte de leur corps et du coup je pensais que on allait suivre un couple qui allait être découvert mort et que du coup il y avait une sorte d'enquête et tout. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai lu un livre qui comportait une scène de sexe toutes les 3 pages, scène de sexe qui durait 10 pages, où vraiment c'était du cul pour du cul, genre vraiment. Donc déjà c'est un 10 mais il passe en 5 ou 6 je dirais, parce que si on a envie de lire un truc de cul, ok, soit, mais ça régresse quand même beaucoup s'il y a que ça et qu'il n'y a pas de profondeur à l'histoire, à défaut d'avoir de la profondeur lol.
Ah les blagues beaufs. Et donc ce livre-ci, il faut savoir que dans les résumés, il y avait écrit découverte de leur corps. Mais en fait, le résumé parlait du fait que les personnages allaient découvrir leur corps en faisant l'amour absolument tout le temps. Et j'ai compris ça au bout de 3/4 du livre. Et vous étiez bien foutu de ma gueule sur Instagram quand je vous avais raconté ça. Mais c'est très drôle, j'avoue c'est très drôle. C'est un 10 mais tu l'as lu pour les cours et on te demande une analyse détaillée. Je dirais que ça peut rester un 10 mais on va dire que c'est un 8 ou 9. En gros, pour moi, quand on fait une analyse sur un livre, parfois ça donne d'autant plus d'essence au livre et j'adore ça. Par exemple, quand j'ai lu Madame Bovary pour la première fois, heureusement j'en avais beaucoup entendu parler avant et ça m'a permis de le lire en ayant connaissance de tout ce qu'on dit de ce livre. Pareil pour En attendant Godot. Donc on va dire que c'est positif parce que ça permet de mieux comprendre le livre parfois, mais en même temps c'est négatif parce que ça demande 2 fois plus de temps, voire encore plus que 2 fois plus de temps. C'est un 10 mais la fin est bâclée. Je dirais que ça devient un 7 parce que si c'est un 10 sur l'essentiel du roman, bon ça va. Mais c'est vrai que c'est toujours assez décevant quand une fin est bâclée. Et là j'ai un très bon exemple, je vous en avais pas trop parlé quand je l'avais vu, c'est vrai, parce que j'avais peur que ça spoil, mais en fait j'ai pas besoin de vraiment expliquer, donc ça ne spoil pas. C'était le livre Sous un ciel d'or que j'avais adoré, mais j'ai trouvé la fin particulièrement bâclée. Et par bâclée j'entends que je la trouvais pas très réaliste alors que tout le livre était hyper bien écrit, l'intrigue hyper bien ficelée et la fin on dirait que les personnages c'est plus eux qui parlent, qui agissent, tellement ils sont différents de toute la profondeur qu'on a pu leur découvrir au cours de l'histoire. Ça m'avait vraiment perturbée, mais j'en avais pas trop parlé parce que j'avais peur de spoiler en fait. Alors que sur le livre en entier, bah j'adore et en soi la fin était bien. C'est juste la manière dont les personnages parlaient, on avait vraiment l'impression que l'autrice elle s'est dit vas-y j'ai la flemme, j'arrive enfin au bout du livre et de l'intrigue principale, boum boum boum, ils parlent comme ci comme ça alors qu'ils n'ont jamais parlé comme ça de tout le livre. Ça c'était dommage, mais vraiment du coup ça m'a donné le sentiment que c'était bâclé, alors que peut-être l'autrice s'est juste fait un kiff. C'est un 10 mais les personnages sont stéréotypés, je dirais que c'est un 7 encore une fois. Vous avez vu je suis gentille dans mes notations, j'ai toujours été gentille dans mes notations, faudrait pas que je sois prof finalement. Bah parce que je trouve que quand les personnages sont stéréotypés ça peut aussi amener quelque chose de positif dans une histoire. Je pense à une série que j'ai lue il y a hyper longtemps, ça s'appelle Ma raison de vivre. Je trouvais cette série absolument cliché au possible, c'est à dire que si on m'avait dit vas-y écris facilement une série où t'as 2 personnages qui se rencontrent mais il y en a une elle est victime de violence et du coup lui c'est un peu le mec mystérieux mais qui va l'aider à s'en sortir blablabla, voilà. Mais en même temps le fait que les personnages soient stéréotypés amène une sorte de proximité et ensuite je trouve que les stéréotypes parfois ne sont pas infondés, c'est à dire que je me souviendrai toujours quand j'avais écrit une histoire sur Wattpad, les gens m'avaient dit ah mais ton héroïne elle est trop cliché, ses parents ils veulent pas la laisser aller en littéraire, elle va en S, non mais c'est trop cliché. Et en fait moi dans mon histoire j'écrivais un peu ma vie à moi, du coup j'étais en mode bah désolée si je suis cliché en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait les clichés ils viennent bien de quelque part, donc des fois un stéréotype n'est pas si négatif. Après si c'est un stéréotype qui est sexiste ou raciste etc, là on est plus sur le simple stéréotype cliché, là c'est grave en fait, donc là c'est 0. C'est un 10 mais le personnage principal prend les pires décisions possibles. Je dirais que ça devient un 7 encore parce que ça va m'agacer. Mais si l'histoire est trop bien ça va, mais ça m'agace. Vraiment j'ai envie de secouer les personnages quand ils font ça, je me dis mais pourquoi tu nous infliges ça? Avant-dernier c'est un 10, c'est un 10 mais la traduction est mauvaise. Alors vraiment quand la traduction est mauvaise c'est non, je dirais que c'est un 4 parce que ça veut dire que le livre est mal écrit, n'est pas forcément agréable à lire, qu'il y a des mots qui sont pas du tout logiques et vraiment pour moi c'est pas possible. C'est rare que ça m'arrive, je me souviens que ça m'était arrivé pour un livre, mais je crois que c'était Le Week-end de Natasha Preston si je dis pas de bêtises, où j'avais trouvé que vraiment c'était surréaliste la manière dont c'était écrit. J'avais vraiment l'impression que le traducteur ou la traductrice avait fait 0 effort quoi. Et du coup vraiment ça m'avait pas du tout plu. En fait au début je me suis dit ça doit être le style d'écriture. Ce qui est assez étonnant c'est que La Cave de la même autrice j'ai adoré. Et cet autre livre du coup j'attendais beaucoup de lui puisque j'avais adoré La Cave. Et quand j'ai lu du coup celui-ci je me suis dit bizarre, on dirait que c'est même pas les mêmes traducteurs traductrices, alors que comme c'est la même maison d'édition c'est possible que ce soit les mêmes. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient fatigués, ils avaient fait la traduction en buvant, je ne sais pas, mais non. Et enfin c'est un 10 mais il y a un triangle amoureux parce que celle-ci je me devais de la faire. Et bah en fait je me rends compte que je pense que ça reste quand même un 8 parce que autant à une époque il y avait beaucoup trop de triangles amoureux, autant je trouve que ça arrive de moins en moins dans mes lectures. Du coup quand il y en a un je ne suis pas forcément mécontente. Après c'est aussi parce que je lis pas particulièrement de romance et que du coup ce n'est pas mon quotidien de lire des triangles amoureux. Mais là récemment dans Rentrer son ventre et sourire par exemple il y a un petit triangle amoureux, dans pas mal de livres que j'ai lus dernièrement d'ailleurs. Mais ça me dérange pas parce que c'est bien fait, genre il y a une logique au triangle amoureux je dirais.
s'il peut y avoir une logique à un triangle amoureux. Je rigole beaucoup parce que en fait le truc de cet indice mais ça marche souvent pour tout ce qui est romance, en mode ce mec c'est un 10 mais, cette meuf c'est une 10 mais. Et du coup je trouve ça drôle parce qu'il y a vraiment des choses où on voit que vous êtes des lecteurs et lectrices de romance de ouf. Genre c'est un 10 mais l'histoire d'amour est trop niaise, trop cucu. C'est un 10 mais elle sort avec le frère de son ou sa meilleure amie. C'est un 10 mais l'héroïne tombe enceinte et tout est réglé comme par magie. Je n'ai jamais lu de livre où l'héroïne tombe enceinte et tout est réglé comme par magie, mais vous êtes tellement à avoir écrit l'héroïne tombe enceinte que je trouve ça très drôle. On dirait que c'est un plot twist qui arrive beaucoup dans certaines romances. Donnez-moi des refs. Et même vous utilisez des mots que je ne connais même pas, genre le smut, tout ça là, genre je sais même pas comment on dit, ça c'est vraiment des trucs de TikTok. Je suis vraiment vieille. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une version 2 et avec qui surtout vous voulez que je la fasse. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là. Bisous.